Voilà, de retour sur TV Fil pour ce débat du premier tour de l'élection présidentielle. Débat entre les soutiens yvelinois des candidats. Je le redis pour ceux qui n'étaient pas avec nous sur cette première partie d'émission. Techniquement, nous ne pouvions recevoir les 11 représentants simultanément. Sont donc maintenant avec nous Jean-Pierre Enjalbert. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France sur notre région. Thierry Gonneau, bonsoir. Vous êtes porte-parole lutte ouvrière dans les Yvelines pour Nathalie Arthaud. Claude Mouret, bonsoir à vous. Représentant Solidarité et Progrès dans les Yvelines, le mouvement de Jacques Cheminade. Stéphane Roussillot, bonsoir. Vous êtes le représentant de l'Union populaire républicaine dans les Yvelines, le parti de François Asselineau, et puis Philippe Metzger, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de campagne de Jean Lassalle pour le parti Résistant. Et à noter que le NPA, formation de Philippe Poutou, n'a pas souhaité participer à cette émission. On va repartir dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines, dans les rues du département, avec cette question que nous avons posée aux potentiels électeurs qui vont se déplacer aux urnes. Que pensez-vous globalement de cette campagne? Vos réponses, et puis ensuite nous lancerons le débat autour de cette table. Assez bizarrement, entre les affaires de tout le monde, les candidats, assez spécial cette année. Les revirements des uns et des autres, le gouvernement qui est socialiste et puis qui s'appuie sur d'autres candidats d'extrême gauche par exemple, c'est spécial. Il y a un qui traîne des casseroles et d'autres qui promet beaucoup de choses qui ne peuvent pas être réalisées. Bien, j'avoue qu'elle est un peu confuse et qu'à l'heure actuelle, je ne sais absolument pas pour qui voter. C'est une élection compliquée, peu commune avec toutes les affaires qu'il y a. Et on va bien voir si ce sera un duel entre Macron et Le Pen ou plutôt entre Mélenchon et Le Pen. Très moyen. Très moyen par les idées, il n'y a rien qui est nouveau, quoi. C'est ce qui est désolant dans cette campagne. Alors, vos réactions à chacun, aux uns et aux autres, votre sentiment sur cette campagne qui s'achève. Nous sommes à quelques jours du premier tour. Comment l'avez-vous vécu, Jean-Pierre Enjalbert? Écoutez, je crois qu'il y a une énorme déception de la part de bon nombre de nos concitoyens. Une colère même, plus qu'une déception, une grande colère par rapport aux échecs successifs qui ont produit les effets qu'on connaît aujourd'hui. Un chômage de masse, une insécurité grandissante et une campagne qui n'a pas toujours été à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire, de ces enjeux. Et du coup, beaucoup de Français qui sont encore déboussolés et à qui il faut dire, je crois, méfiez-vous de ceux qui vous ont, dans le passé, menti ou trahi. Et faites aujourd'hui confiance à des idées neuves, à des hommes nouveaux. Il y a encore beaucoup d'indécis dans ce scrutin à quelques jours du premier tour. Tout le monde n'est pas encore sûr de son candidat, ni même d'aller se déplacer jusqu'aux urnes. Thierry Gonneau pour Lutte ouvrière. Oui, nous on a vu que 9 des candidats représentaient finalement une continuité dans la mesure où ils veulent gérer la société avec le patronat. Et nous, on a fait notre campagne pour faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des travailleurs. Et nous nous sommes concentrés sur cette chose-là. Et on va en venir à chacune de vos propositions, bien sûr, pour vos différents mouvements respectifs. Claude Mouret, pour représenter Jacques Cheminade. Oui, alors nous aussi, on est déçus, mais peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons. On pense que cette campagne, elle est verrouillée. Elle a commencé à être verrouillée, puisque vous savez que la loi Hervoas, elle a changé les règles de la présidentielle. En particulier, elle a permis que seules les 2 semaines donnent un temps de parole équivalent à chaque candidat. Et puis en même temps, ce qu'on se rend compte, c'est que ça induit un comportement, je dirais, des médias, surtout parisiens peut-être, de favoriser, je dirais, les grands candidats. On a pu le voir à quelques occurrences. Et donc, le verrouillage, il se déplace dans la tête des électeurs, quand on est sur le terrain. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent à quoi ça sert de voter pour un petit candidat, puisqu'il faut faire un vote utile pour les grands. Donc voilà, le débat des idées n'est pas vraiment présent, ou du moins, le débat n'est pas vraiment très pédagogique, quoi. Stéphane Roussillot, vous l'avez ressenti aussi, cette injustice dans déjà peut-être le temps d'expression aussi pour l'UPR? Écoutez, ce que je ressens déjà depuis 20 ans, c'est une injustice grandissante au niveau de la démocratie, puisque je peux comprendre que beaucoup soient très soucieux et inquiets de voir la tournure que prend cette élection présidentielle. Ça fait près de 25 ans, et sûrement depuis 1992, que nous ne votons plus, malheureusement en France, malgré la Constitution de la Ve République, pour un président.
nous votons pour un Premier ministre qui doit appliquer les orientations économiques de Bruxelles. L'élection présidentielle est le sujet de l'indépendance de la France. L'élection présidentielle est le sujet de ce que quelle France on veut chez nous. Et quand je vois, depuis maintenant 40 ans, excusez-moi, j'ai 45 ans, ça fait 20 ans que j'essaie d'essayer de comprendre la politique parce qu'on me demande de voter. On me dit même que c'est un devoir. Un devoir de voter pour des gens qui ne nous représentent pas, ça me paraît un peu compliqué. Donc le désarroi, il est là. Mais tout simplement, et je pense que tout le monde y contribue autour de cette table, autour de tous les plateaux de télévision, c'est de faire croire que l'élection présidentielle est une élection gouvernementale d'une politique économique. C'est faux. L'élection présidentielle est une vision d'un peuple pour un choix de vie. Ce choix de vie, il a été fait à 80% à la fin des années 45 par la majorité des Français réunis, de tous les partis confondus. Ça s'appelle le programme du Conseil national de la résistance. Il a mené 30 années glorieuses où nous avions la main sur notre monnaie. Depuis 83 et la première trahison des socialistes après leur élection 81, nous sommes dans un processus européen qui nous enfonce. Et j'espère que nous en sortirons rapidement. Et là, je vous interromps pour que vous puissiez avoir le temps de vous exprimer sur les différentes propositions. Je redonne la règle que vous connaissez, le temps de parole est chronométré. Bien évidemment, vos différentes interventions sont chronométrées et je vous donnerai régulièrement des indications. Donc gardez aussi du temps pour intervenir les uns les autres sur vos propositions. En ce qui vous concerne, représentant de Jean Lassalle, pour le département, pour ce mouvement résistant, ce bilan que vous faites de cette campagne pour votre candidat? Je rejoins sensiblement... Mes amis autour de cette table, d'abord parce que cette discrimination petit et grand candidat a vraiment faussé l'ensemble du discours qu'on a pu avoir ou essayer d'avoir. Je rappelle simplement dans le cas de Jean Lassalle que nous avons obtenu plus de 700 signatures alors qu'on nous donnait grandement perdant et que ces 700 signatures nous placent devant Madame Le Pen et devant Monsieur Nicolas Dupont-Aignan en matière de place, et c'est consultable et vérifiable sur le site du Conseil constitutionnel. Donc je ne vois pas pourquoi et à quel titre nous aurions pu être considérés, nous avons été considérés comme un petit candidat. C'est même assez insultant pour les électeurs, ça voudrait dire qu'il y a des petits électeurs et des grands électeurs. Quant au vote utile, et justement qui est la conséquence de cette campagne où rien n'a été dit, rien n'a été dit sur le plan politique, on a surtout parlé de faits divers et de choses qui manquaient un petit peu de profondeur. La conséquence de tout ça fait qu'aujourd'hui, l'électeur est très dérouté et effectivement parle d'un vote utile. Mais qu'est-ce que c'est qu'un vote utile? Utile pour qui? Pourquoi? Pour la France? Pour l'électeur? Et moi j'ai envie de dire dès maintenant que le seul vote utile, c'est le vote du cœur, c'est-à-dire celui que l'électeur a envie d'exprimer à travers ce qu'il entend ou le peu qu'il entend. Et je crois vraiment que si on doit tirer une conclusion, ou en tout cas une morale de cette campagne qui était, en tout cas pour nous, joyeuse, parce qu'on est allé sur le terrain, on a rencontré des gens en permanence et ça a été formidable, mais d'une manière générale un peu triste, eh bien c'est de laisser parler son cœur et d'aller véritablement aux urnes avec l'envie de faire changer les choses en fonction effectivement de ce que présentent les candidats et en particulier Jean Lassalle. On va afficher les différents temps de parole. Je rappelle bien évidemment que le premier tour se tiendra dimanche 23 avril. Les résultats dans le département des Yvelines seront à découvrir le soir même sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et puis les analyses le lendemain à 18h en direct au cours d'une édition spéciale. La première thématique, ce sera donc la sécurité et la défense. Vos temps de parole auparavant qui s'affichent à chacun. Pour Debout la France, pour monsieur Angelbert, 38 secondes. Thierry Gonneau, vous êtes à 22 secondes. Stéphane Roussillot, je vous le disais, vous avez pris du coup un petit peu d'avance avec 1 minute 53. Philippe Metzger également avec 1 minute 55. Et puis Claude Moret, vous êtes à 55 secondes, presque 1 minute de temps de parole. On va donc commencer avec vous, Thierry Gonneau, sur ces questions de sécurité, défense plus globalement. Un sujet qui est d'actualité encore aujourd'hui, puisqu'on a appris ces attentats qui avaient été déjoués et qui auraient pu se tenir pendant ces derniers jours de campagne, voire même peut-être le jour du scrutin. Il y a aussi des policiers qui sont fatigués au regard du nombre de missions qui leur sont confiées, le personnel de prison qui s'exprime également. De votre côté, quelles propositions vous faites sur les questions de sécurité et de défense avec votre candidate? Eh bien, écoutez, on va commencer par les guerres nombreuses et coûteuses en vie humaine
que mène la France et ses alliés en Syrie, notamment en Irak, toutes ces guerres ont déstabilisé toute la région, absolument toute la région. La France n'a pas Et parallèlement, il y a l'insécurité qui se développe, l'insécurité sociale. Il y a 9 millions de travailleurs qui vivent sous le seuil de pauvreté, et les deux se croisant, c'est un terreau propice, parce que dans une société normale, où chacun aurait un avenir et un travail, vous ne trouveriez pas de jeunes de 17, 20 ans, 25 ans pour se faire sauter pour n'importe quoi. Donc c'est ce qu'on lit dans le programme de votre candidate, renverser le capitalisme pour lutter contre le terrorisme. Bien sûr, et arrêter les guerres. Arrêter les guerres. Là, on est reparti pour la Corée. La France est l'allié des Américains et de l'OTAN. Bon, ben voilà. Et toutes ces guerres-là doivent être arrêtées. Et on doit développer la sécurité de l'emploi pour couper l'herbe sous le pied à tous ces ferments de terrorisme. Et du côté de Nicolas Dupont-Aignan, quel constat vous faites et quelles propositions en faites? Écoutez, tout dépend ce que vous voulez aborder en termes de sécurité. On va commencer vous peut-être par les du questions terrorisme, sécurité. Ceci dit, les interventions pour lutter contre le terrorisme se font aussi à l'étranger. Lutter contre le terrorisme, ce serait évidemment changer la politique étrangère de la France. C'est vrai que la politique étrangère de la France est une catastrophe et qu'à force de déverser des bombes sur des populations, on ne peut pas s'étonner que peut-être il y ait une envie de se rebeller. Et toujours est-il qu'on a une mauvaise politique étrangère aujourd'hui, trop alignée. Et nous devrions retrouver l'esprit gaulliste de l'indépendance du pays. Voilà, ça c'est une première chose. Mais c'est aussi l'Europe passoire, c'est l'Europe sans frontières, qui nous amène à des situations encore très compliquées à gérer. Et un certain nombre de faits terroristes sont quand même liés à cela aussi. Donc il faut le dire. Et puis enfin, le troisième volet que je voudrais évoquer, c'est le laxisme ambiant. Une sécurité... en termes de sécurité, seulement, là, il n'y a pas seulement le problème du terrorisme, mais de la sécurité en général. Aujourd'hui, il vaut mieux parfois être un délinquant qu'une victime. Les peines de prison ne sont pas prononcées, même quand ou en tout cas ne sont pas appliquées, même quand elles sont prononcées, dans bien des cas. Bref, un laxisme invraisemblable. Mais on rajoute à ça une culture anti-française, la volonté systématiquement d'abaisser pour une partie de certaines élites de notre pays, d'abaisser ce qu'est la France, ce qu'a été son histoire. Le tout favorise la situation d'aujourd'hui. Alors vous l'avez compris, il faut revenir là-dessus. Indépendance nationale, bien sûr, à l'égard des politiques étrangères. Retour à des frontières, oui, parce qu'il n'y a pas de frontières européennes, c'est un constat. Donc il faut forcément qu'il y en ait quelque part, et donc il faut retrouver des frontières nationales, et puis il faut enfin lutter contre le laxisme, retrouver tout simplement l'application des règles. On ne veut pas de nouvelles lois, on veut simplement qu'elles soient appliquées, et fermement appliquées, avec une justice qui soit en capacité de le faire, avec des moyens pour le faire, donc davantage en effet de policiers dans nos rues, davantage de gardiens de prison, davantage de places de prison aussi, il le faut. Ce sont des secteurs sur lesquels et la droite et la gauche au pouvoir ont beaucoup déçu nos concitoyens. Claude Moret pour Solidarité et Progrès pour Jacques Cheminade. Sur cette question peut-être pour commencer aussi de frontières, d'Europe. On sort de l'Europe, on remet en place des frontières. Ça aussi, ça peut permettre d'aider à lutter contre le terrorisme. Alors moi je dirais, je suis d'accord sur le fond d'arrêter plus ou moins directement nos implications dans ces pays-là. Dans les conflits, dans les pays étrangers. Guerrières. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait, comme M. Cheminade l'a dit en rencontrant le président Aoun il n'y a pas longtemps, vous savez que le Liban, c'est une population de 4 millions de Libanais. Ils ont chez eux 1 million de Palestiniens et puis 2 à 2 500 000 Syriens. Donc le Liban, c'est une poudrière en fait. Toute la région est une poudrière, mais le Liban, il faut le défendre. C'est ce que M. Aoun a dit à M. Cheminade. Il faudrait faire quelque chose pour aider le Liban, parce que si on laisse perpétuer les choses dans la région, et puis le Liban tout seul face à ces 3 millions de réfugiés, imaginez que la France, elle double sa population, parce que c'est ce qui se passe. Le Liban a presque 8 millions d'habitants. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ça fait beaucoup pour un peuple. Exactement. Donc il faut instaurer la paix. Et pour instaurer la paix, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reconstruire, parce qu'on a détruit
tant que se faire se peut dans cette région. Donc il faut non seulement arrêter les sources du terrorisme aussi, en fait, parce que le terrorisme, on n'a jamais arrêté à la source. Hein, on sanctionne les djihadistes, bien sûr, il faut arrêter ça, mais on n'a pas cherché la source du financement du terrorisme. Hein. Donc il faut arrêter ça, et puis reconstruire. Si on reconstruit, forcément, c'est toujours les politiques de non-développement qui ont été un terreau pour le terrorisme dans quels que soient les pays, que ce soit au Proche-Orient ou en Afrique. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point... Brièvement, parce que vous prenez un peu d'avance. Allez-y. Deuxième point, oui, M. Cheminade, il s'attaque également aux conditions qui, dans nos banlieues, ont conduit un certain nombre de jeunes issus de la communauté mécrémine à rejoindre Daesh. Force est de constater, dit-il, que la quasi-totalité des assassins djihadistes qui ont passé des centaines et des centaines d'heures sur les bancs de nos écoles, hein, c'est en parlant de ceux qui sont sortis de France pour aller rejoindre Daesh. C'est pas grand-chose de mettre des gens en frontière, donc, ils sont déjà voilà. Donc ce qu'on dit nous, c'est l'antidote au terrorisme et donc un projet de société porteur de sécurité sociale. Une guerre doit être menée contre les structures inégalitaires qui rendent la vie invivable et la priorité absolue doit être d'établir partout la sécurité qu'offre le droit à un logement, à une nourriture saine, à un emploi et à la santé publique. Donc vous partagez l'analyse et les propositions de Thierry Gonod pour lutte ouvrière. Peut-être un mot sur les frontières, parce qu'on ne vous a pas entendu sur cette question-là. Concernant les frontières, on est obligé de se contredire. Et après, je vous ferai réagir chacun, mais sur la question des frontières. Sur la question des frontières, voilà, on nous raconte, on va fermer les frontières. Alors, à quel niveau? En France, en Europe, etc., etc. On nous raconte en fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de millions de gens qui meurent de faim, qui meurent sous les conflits au Moyen-Orient, qui meurent de faim en Afrique subsaharienne. Et on nous dit, voilà, on a trouvé, nous, un moyen pour empêcher les gens qui meurent de faim de venir tenter leur chance ailleurs et manger, si possible, parce qu'il n'y a pas toujours un travail. Eh bien, moi, ça, je ne crois pas ça. Ça n'a jamais fonctionné. Il y a toujours eu une émigration en France depuis un siècle. Et voilà, des tas de gens disent, voilà, c'est possible, on va fermer, on va faire immigration zéro, etc., etc. Ça n'existera pas. Vous n'empêcherez pas les gens de tenter de nourrir leur famille et de venir vivre là où on peut vivre encore. Stéphane Roussillot pour l'UPR, pour François Asselineau. Sur les questions de défense de sécurité, de frontières aussi, puisqu'il est question bien évidemment de quitter l'Europe. Certains d'entre nous, sécurité et défense, c'est deux choses totalement différentes. On parle de la violence. Aujourd'hui, déjà, il faut partir d'un principe, la violence ne naît pas naturellement. La violence, elle naît sur la pauvreté et elle naît sur l'injustice. Donc le premier moyen pour avoir un pays un peu plus sécurisé, c'est d'éviter qu'il y ait des gens chez nous qui aient de la pauvreté ou qui subissent l'injustice. Excusez-moi, si la seule solution d'un pays démocratique qui a 2000 ans d'existence, c'est d'augmenter le nombre de places de prison, il doit prendre conscience que c'est un échec. L'objectif devrait être de diminuer le nombre de places de prison dans l'absolu. Ça veut dire qu'on aurait moins besoin de mettre les gens en prison. Maintenant, quand on arrêtera de mettre les gens en prison qui volent pour manger et qu'on laissera dehors des gens qui volent juste pour avoir un peu plus que les autres et toujours un peu plus que les autres, parce qu'on est dans un système productiviste où on nous explique que c'est toujours plus qui fait la valeur, on remettra les choses dans l'ordre. Pour ce qui est de la défense, et la sécurité, il manque des moyens aujourd'hui. Si on passait mettait moins de policiers à faire de la paperasse et on laissait plus sur le terrain, je pense que les policiers qui aujourd'hui ne sont pas assez nombreux, en tout cas, ils se plaignent parce qu'ils ont beaucoup de missions assurées en cette période, en plus d'état d'urgence. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Et des hommes de bonne volonté qui aujourd'hui, on arrive à devoir faire la grève alors qu'ils n'ont même pas le droit de faire la grève pour se faire entendre. C'est lamentable. Après, on s'étonne qu'on ait quelques-uns qui craquent et qui, des fois, peuvent péter un câble alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Maintenant, la défense. La défense aujourd'hui, moi je veux bien, mais arrêtons les contradictions. Soit on est dans l'OTAN, soit on n'est pas dans l'OTAN. Si on est dans l'OTAN, ça veut dire qu'on est dans l'Union européenne. Et si on est dans l'Union européenne, ça veut dire qu'on est dans l'OTAN, parce que les deux sont indissociables. C'est écrit dans les traités, c'est indissociable. D'accord ? L'OTAN a une raison d'être. Mes parents me l'ont bien vendu. Il a une raison d'être pendant les 30 Glorieuses, quand il y avait la guerre froide, et qu'il fallait opposer un poids et un contrepoids au monde soviétique. Le pacte de Varsovie est tombé, le mur de Berlin, je le rappelle, est tombé. Aujourd'hui, l'OTAN est devenue une force colonisatrice. Colonisatrice moderne, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller piocher au Moyen-Orient les richesses de l'énergie fossile qui restent encore en termes de gaz et de pétrole. Toute
Toute la Troisième Guerre mondiale qui se dessine aujourd'hui est basée sur cette guerre de l'énergie. Les Français doivent le comprendre. Il y a aussi question de sortir de l'OTAN pour Jean Lassalle. Sortir du commandement intégré de l'OTAN, oui, parce que... alors moi, je suis ancien militaire, ancien officier de marine. Je peux vous dire qu'avant que M. Sarkozy réintègre la France dans le commandement intégré de l'OTAN, quand j'étais jeune officier, je faisais des exercices en mer avec l'OTAN, et ça marchait très bien, et on n'avait pas besoin d'être dans ce commandement. Donc, ce qui est important en matière de défense, c'est que nous retrouvions notre souveraineté. N'oublions pas que nous sommes, la France, le seul pays en Europe, et en Europe de l'Ouest notamment, à être totalement autonome en matière de dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, ce n'est pas une arme, c'est un outil de diplomatie extrêmement important et qui nous permet justement d'avoir une posture qui fait que vis-à-vis de menaces assez multiples, ou en tout cas mal identifiées, on a en tout cas une réponse qui peut apporter une solution. La sortie de l'OTAN n'est pas la seule vision, ou en tout cas le seul projet de Jean Lassalle. L'idée fondamentale, c'est que la France doit devenir une force de paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on arrête de faire la guerre, il faut qu'on arrête de répondre à la violence par la violence. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. En revanche, il faut redévelopper des moyens diplomatiques, enfin des outils et des relations diplomatiques fortes, qui aujourd'hui sont les premières à pâtir justement d'une politique qui est plutôt va-t-en-guerre. Donc si on rétablit ne serait-ce que la capacité de dialogue entre la France et ses interlocuteurs, on pourra éviter vraisemblablement d'envoyer la troupe là où ce n'est pas nécessaire, et ça fait partie justement du grand projet de Jean Lassalle qui consiste en premier lieu à retirer justement nos troupes là où elles ne sont pas nécessaires, notamment au Proche-Orient. Sur les questions de financement global de ces questions de défense, notamment de sécurité, quels sont les positionnements des uns et des autres? Un petit mot d'abord quand même pour dire que rétablir des frontières, ça ne veut pas dire les fermer. Forcément, ça veut dire les contrôler, simplement. Hein, ça, je crois que c'est important de le dire. Et aussi dire à certains qui ont exprimé ainsi que la violence, la délinquance, c'est pas seulement le fait de la paupérisation. Je pense que les policiers qui ont brûlé dans leur voiture, il n'y a pas très longtemps en région parisienne, les jeunes ou les individus qui ont fait ça, ils ne devaient pas le faire pour avoir à manger. Il faut rétablir aussi, il faut dire la vérité aux gens, quoi. Parce que la vérité, c'est pas que la violence est seulement le fait, comme vous l'avez dit, mais je conviens que c'est une part, en effet, mais c'est pas que ça. Et il faut savoir lutter contre ça et être ferme pour le faire. Et je crois que les Français l'attendent. Voilà. Alors, j'en reviens à ma question sur le financement de tout ça, parce qu'on parle aussi de soit plus ou moins rétablir les frontières. Allez-y. Sur tous les gens qui nous prônent voilà, la tolérance zéro vis-à-vis des petits délinquants, etc. etc. Et on s'aperçoit que la plupart des représentants de Madame Le Pen, de Monsieur Fillon, etc., eux, ce n'est pas des petits délinquants. Ils ont détourné des centaines de milliers d'euros. Et ils prônent quoi? La tolérance zéro pour qui? Pour les petits délinquants. Et pour les gros, on fait quoi? Voilà, bon. Vous avez raison. Je voudrais terminer quand même sur les questions de sécurité et défense, parce que je n'ai pas parlé de sécurité. Et donc, je voulais simplement ajouter que dans le programme de Jean Lassalle, le projet consiste à réintégrer des policiers, mais également des gendarmes, et réouvrir, ou en tout cas ouvrir, 2000 bureaux de gendarmerie sur l'ensemble de la France. C'est important parce que c'est ce tissu, comment dirais-je, non pas d'autorité, mais de proximité avec le peuple, avec les gens, qui fait qu'on va pouvoir effectivement travailler en profondeur sur des problématiques de renseignement et vraisemblablement pouvoir anticiper sur des situations où le terrorisme pourrait être tué dans l'œuf si on avait justement les moyens qui le permettent. Et c'est d'ailleurs dans cette idée que la création de la 4e armée, une armée dédiée à la cybercriminalité, est effectivement projetée par Jean Lassalle. J'en reviens à ma question pour conclure sur cette problématique sécurité et défense, sur les questions de financement, parce qu'il y a des mesures des uns et des autres que vous avancez, mais comment vous les financez chacun? On va faire un petit tour de table pour équilibrer un peu le temps de parole. En effet, ça coûte, vous avez raison. Et une des raisons serait de lutter, comme l'a dit monsieur, et je partage, de lutter contre la grande criminalité financière qui coûte des milliards, 60 milliards, disent certains. Nicolas Dupont-Aignan a été élu député de l'année
il y a 2 ou 3 ans, quand il a sorti un rapport avec un député d'ailleurs communiste avec lequel il avait travaillé sur ce sujet. C'est un grand et un vaste débat. Il faut récupérer cet argent, en tout cas une partie, c'est possible de le faire, et le réinjecter dans les besoins vitaux de notre pays. Parce que s'il faut faire des économies dans certains secteurs de la dépense publique, et on en convient, il faut aussi savoir redonner un peu de moyens à certains secteurs publics, comme la défense, comme la sécurité ou encore comme la santé, qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Au cours de la suite de ce débat du premier tour entre les soutiens villedois des candidats, Stéphane Roussillot, je vous passe la parole, mais vous avez le plus d'avance, alors essayez d'être court. J'essaie d'être court pour une fois. Rapidement, sur les coûts, déjà, il faudrait inverser la tendance, puisque depuis 20 ans, le pourcentage du PIB affecté à la défense a été divisé par 2. Il était de 3% au temps de Mitterrand, il est aujourd'hui d'1,6%. Cette réduction des dépenses est corroborée par une participation, alors là, à des guerres, on se demande pourquoi on y va, si ce n'est sur la bonne foi des preuves que nous servent nos amis américains depuis 10 ans. Je vous rappelle l'histoire de Colin Powell et de petits flacons pour aller bombarder les Irakiens. Ça fait 15 ans, il y a 4 millions de morts civiles au Moyen-Orient, et après on s'étonne que certains nous en veuillent et viennent nous porter la mort sur notre territoire. Je dis aujourd'hui, les premières économies, c'est d'arrêter de faire les guerres illégales. Les deuxièmes économies, c'est d'aller arrêter de faire croire que c'est l'Europe qui va créer sa défense, alors que l'Europe est sous la défense des Américains. Ça veut dire que si nous voulions même transférer des budgets financiers de la France à l'Europe pour qu'on ait une vraie défense européenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que ça fait 20 ans qu'on nous la vend, mais nous ne l'avons pas. On a à peine du mal à avoir une diplomatie. Une vraie défense européenne, on n'en aura pas, parce que les traités prévoient que la défense européenne, c'est l'OTAN, donc il faut sortir de l'Union européenne. Et au passage, on récupérera beaucoup d'argent pour financer et les policiers supplémentaires qu'il nous faut et le rehaussement des besoins de l'armée. Claude Moret, je passe à vous. Oui, je voulais ajouter ensuite Thierry Gonod et on passera à une autre thématique. Je suis à peu près d'accord avec ce qui est dit autour de la table, mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que en fait, vous avez aujourd'hui, enfin même depuis 2008, la BCE qui fait fonctionner la planche à billets d'une manière assez spectaculaire, hein, n'est-ce pas ? 80 milliards. Ce qu'ils mettre, c'est le modèle américain, la planche à billets. Enfin, donc, si vous avez beaucoup d'avance, après vous n'allez même pas pouvoir conclure l'émission. Donc au lieu que cet argent, en plus, il tourne en rond dans les banques, dans les grandes banques systémiques mondiales. Ça, personne ne le met en doute. D'accord ? Et donc, au lieu de servir la France, on va dire chichement, hein, puisqu'on ne voit pas tellement de développement. Vous êtes d'accord que la France a un certain problème de développement ? Nous, ce qu'on préconise, c'est de couper les banques en deux, de ne pas interdire la spéculation, mais dire aux spéculateurs, vous continuez de spéculer si vous voulez, mais on ne vous renfloue pas si vous perdez. Donc à partir de là, si on reprend le contrôle de monnaie, parce que ça va ensemble, eh bien on peut émettre la planche à billets, au lieu d'émettre 120 milliards par an, ce qui est la part du PIB des 960 milliards de M. Draghi pour la France, on émet 100 milliards d'euros par an, et puis on peut faire des projets de développement pour la société française. Et vous maîtrisez la BCE, vous ? Effectivement, il va falloir créer un choc pour quitter l'Union européenne. Aller chercher dans leur tour là-bas. Oui, mais c'est ça qui a été fait anciennement. Hein. Vous regardez en 1932 Roosevelt comment il a fait, comment a fait De Gaulle. Il avait séparé les banques en deux, une vraie séparation bancaire que n'a pas fait M. Hollande. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ce que n'a pas voulu faire M. Macron, comme M. Cheminade l'a vu à l'Élysée, il a dit les milieux financiers sont trop puissants. Donc, trop puissants, je veux bien, mais pourquoi on baisse les bras ? Je vous interromps pour laisser la parole à Thierry Gonod sur ces questions de financement, où on fait des économies. Ensuite, on va venir rapidement à ces questions d'emploi, économie, chômage. Nous, on ne finance pas, on fait des économies et on crée directement par le biais de l'État les emplois qui manquent un peu partout. Ce qui permettrait de réduire le chômage dans les banlieues et ce qui permettrait dans les hôpitaux, dans les écoles, et y compris dans la construction de logements, il manque 1 million de logements dans ce pays, dans la construction de logements directement par les services de l'État, on crée des emplois avec l'argent ainsi récolté. Vous ne voulez pas parler encore quelques instants? Vous avez encore du temps de parole. Non, c'est bon. Histoire que tout le monde soit à égalité le plus proche possible à l'issue de cette émission. On va avoir les temps de parole qui vont s'afficher. Ensuite, on va parler emploi, économie et chômage. S'il est possible d'avoir les temps de parole des uns et des autres qui s'affichent. Voilà pour Debout la France. Vous êtes à un peu plus de 4 minutes. Thierry Gonod, je vous le disais, vous êtes à 3 minutes de temps de parole. Stéphane Roussillot, je vous le disais aussi, vous avez pris un peu d'avance à 5 minutes 47 pour le mouvement Réseau
Résistons, vous êtes à 4,41 et puis Solidarité et Progrès à 4 minutes 58. Voilà, donc on va commencer cette seconde thématique, cette deuxième thématique avec vous Thierry Gonod sur cette question d'emploi, les différentes propositions qui sont faites, avec peut-être cette question du SMIC aussi à 1 800 € ou encore la hausse des salaires de 300 € qu'on retrouve dans le programme de votre candidate. Alors d'abord, je vais revenir sur toutes les politiques qui ont été menées jusque-là. Y compris par la droite comme par la gauche, y compris les 40 milliards de CICE, tous les dégrèvements de charges des entreprises, les milliards qui ont été finalement sortis des caisses de l'État par le biais de la diminution de l'impôt sur les entreprises, etc., etc. Et tout ça, on nous dit, voilà, quand l'entreprise va bien, tout le monde va bien. Et depuis des années, on baisse les charges des entreprises. Ça ne crée pas un emploi. Ça ne crée pas un emploi. Il y a aujourd'hui 6 millions de chômeurs. Ça ne permet pas de développer non plus les salaires, puisque le niveau de vie global des travailleurs a toujours été est maintenant plus bas qu'il n'a jamais été. Et on a voilà, des quantités de choses comme ça qui, par exemple, dans l'entreprise où je suis, chez Renault, voilà, il y a 1400 ouvriers Renault et il y a 2100 intérimaires. Voilà, et payés au SMIC. Alors voilà comment les entreprises empochent les dégrèvements qu'on leur fait et voilà ce qu'elles en font. Et à la fin, par contre, les milliards de bénéfices, là, ils sont bien là. Ils sont distribués. Alors, voilà, sur cet aspect-là... Donc dans la proposition, on augmente le SMIC, on augmente les salaires, on diminue le temps de travail. Oui, et puis on prend sur les profits des grandes entreprises, parce que c'est toujours la même soupe qui nous est servie. On dit, voilà, mais les artisans, s'ils peuvent pas licencier, si ceci, ils vont crouler. Mais les artisans, c'est pas du tout eux que protègent ces politiques. C'est les grandes entreprises. Comprenez que 1% de baisse de charge sur un artisan qui a un gars, voilà, ça ne va pas lui changer la vie. Mais 1% de charge sur une entreprise qui a 100 000 salariés, c'est 1000 salaires gratuits. Et voilà à qui profitent ces politiques. Vous allez réagir les uns les autres et on revient à une retraite à 60 ans aussi. Oui, bien sûr. Différentes propositions. Voilà, on pourra aussi en débattre avec les propositions des uns. Vous avez 40 ans de bâtiment ou d'usine, ouais, la retraite à 60 ans, c'est... Avec 37 années et demie de cotisation. Pour Nicolas Dupont-Aignan. Il faut surtout éviter la fuite, l'hémorragie d'emplois qu'on a connue ces dernières décennies, sous l'effet d'une mondialisation mal digérée, à laquelle on s'est livré de façon totalement absurde. On a perdu des millions d'emplois. Il faut arriver à faire une politique qui soit capable d'éviter ces délocalisations n'en plus finir par un système de fiscalité incitative. Plus taxer ceux qui délocalisent, moins taxer ceux qui restent en France. Les propositions de Nicolas Dupont-Aignan là-dessus sont très claires. En effet, le CICE a totalement été inutile. Pourquoi ? Ou pas assez en tout cas utile. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas conditionné l'offre, le bénéfice de cette offre du CICE au réemploi. Et le million d'emplois qui était promis n'a pas été au rendez-vous. Donc il faut absolument modifier le système pour que les entreprises qui investissent en France, effectivement, bénéficient d'un bonus, et celles qui délocalisent, eh bien, soient taxées davantage. Et c'est un système, mais c'est interdit, mais on peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Ah bon, donc on brave les interdits. Là. Mais bien sûr qu'on peut braver les interdits, monsieur. Il y a des choses qu'on peut braver. Parce que sinon, on ne ferait pas de politique. Mais non, on ne serait pas là, sinon, vous voyez. Si on était fataliste en se disant qu'on ne peut rien faire, on ne serait pas autour de la table. Moi, je vous dis que je suis autour de la table. Il y a un seul moyen de changer, c'est l'article 50. Vous ne pouvez pas. Vous faites des promesses aux Français qui ne servent à rien. Si vous ne mettez pas l'article 50 sur la table, vous ne servez à rien. Je ne sais pas si vous trouvez que ça ne sert à rien. Moi, je trouve que ça sert à quelque chose d'avoir des convictions et de les défendre. L'article 32, l'article 63, vous verrez que ce n'est pas possible. Pourquoi êtes-vous là alors si vous pensez que rien n'est possible? Moi, je pense qu'on peut changer les choses. Et je vous dis, si vous pouvez me laisser m'exprimer, que ce sont des solutions. Et ces solutions-là, c'est de rompre avec cet angélisme mondialiste coupable d'avoir démonétarisé notre industrie et notre emploi. Et c'est à la clé, évidemment, de notre politique économique. Claude Moret, je vous passe la parole. Là aussi, on est sur une hausse du SMIC et puis aussi peut-être sur les différentes propositions qui peuvent retenir l'attention. C'est un contrat de travail unique, un CDI à droit progressif. Il y aurait des modifications qui seront abordées. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est par rapport à ce que me disait mon voisin, c'est effectivement
C'est effectivement vrai, mais moi j'ajouterais un bémol, parce que mondialisation, on ne pourra pas empêcher la mondialisation. La mondialisation, c'est quelque chose de positif. Par contre, la mondialisation financière, ça, c'est le cœur du sujet. Donc, nous, c'est notre thème de combat, puisqu'en fait, il faut identifier son ennemi pour pouvoir se battre avec lui. Vous avez, par exemple, très récemment, un rapport d'un sénateur qui s'appelle M. Colomba, qui vient de sortir, qui est très documenté, qui fait un certain nombre de pages que vous pouvez voir sur le site du Sénat. Ce monsieur, il dit finalement qu'il va y avoir une crise financière qui vient. C'est-à-dire que 2008, c'est une chose, mais c'est pas fini, quoi, en fait. En fait, la quatrième partie, la quatrième partie, c'est une crise qui n'en finit pas de finir. Oui. Je vous invite à le lire. Je vous invite aussi à lire, par exemple, le rapport Angelides qui est sorti aux États-Unis suite à la crise de 2008, où rien n'a été fait, c'est-à-dire eux, ils ont fait un petit peu comme nous. Ça s'appelle pas Moscovici, la loi de réforme bancaire avant, ça s'appelle Dodd-Frank. Et M. Trump a dit au son discours de Charlotte au mois d'octobre que c'était un désastre. Donc il allait lui aussi couper les banques en deux. C'est peut-être pour ça qu'il a été élu, parce que Mme Clinton, elle n'a rien dit sur tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais on va voir s'il a la pression pour le faire, quoi. Donc à partir de là, si nous on le fait, par exemple, on encourage M. Macron, comme ça a pu être fait, en lui demandant « Tiens, mais qu'est-ce qui vous bloque en fait, ils sont trop puissants, mais il faut y aller quand même », eh bien ça va changer la donne. Donc c'est un contrôle sur la monnaie, évidemment. C'est un contrôle de la monnaie. Donc on dirige la monnaie. C'est pas l'État qui est dirigé par la monnaie. C'est par les marchés. Quelle monnaie? Française, l'italienne? Non, chacun aura une monnaie. Il y aura une monnaie commune pour les pays avec lesquels on va reconstruire très rapidement quelque chose, mais qui aura une cohérence avec le niveau social, fiscal de ces pays-là. Et puis, on va pouvoir émettre du crédit productif public, comme ça a été fait pour les jours heureux. Quelqu'un évoquait tout à l'heure les jours euros. C'est dans cet ordre-là qu'on pourra, alors nous, on dit, une conférence sur l'emploi rapidement. En un mot, en 5 secondes. Alors, préalable, abroger les lois antisociales, rétablir l'indexation des revenus sur le coût réel de la vie, abroger la réforme NOTRe. Et après, des pistes pour le travail. La petite enfance, il manque de structure et de bras. Le grand âge, la santé, le logement, les grands travaux, les nouveaux chantiers numériques et robotiques, le carénage du parc électronucléaire, la priorisation à l'excellence, l'enseignement, la pêche, l'agriculture, la recherche spatiale. Et je vous interromps, sinon, voilà, même punition ne pourrait pas avoir de conclusion à la fin de l'émission, sinon. Philippe Metzger, en ce qui vous concerne, sur ces questions économiques et sur les propositions phares de votre candidat, Jean Lassalle. Pour Jean Lassalle, ce qui est important, c'est très vite de recréer un espace économique, politique et financier qui permette effectivement de recréer un État. Recréer un État, c'est quoi? C'est avant tout redonner de l'autonomie à l'échelon de la commune, de manière que le pouvoir soit écuré à partie du plus haut de l'État jusqu'à la commune, et que la commune soit en mesure effectivement de développer des spécificités qui lui sont propres. À partir de là, la création d'emplois, elle va se gérer à travers justement des besoins locaux, essentiellement, mais également en allant sur des opérations un peu coup de poing, comme le veut Jean Lassalle, c'est-à-dire, dans un premier temps, dès le mois de juillet, mettre en formation 15 000 jeunes pour pourvoir des postes de Pôle emploi qui ne sont pas pourvus, sur des métiers basiques qui ne sont plus enseignés, et de manière à redonner à la fois du savoir-faire et de l'envie à des jeunes qui vont retrouver du travail très vite parce que ces postes sont à pourvoir. Donc ça, c'est une première mesure très importante. Et puis, il y a autre chose, c'est aussi de pouvoir lutter contre la financiarisation internationale, c'est-à-dire sur cette spéculation qui fait que, sur un plan économique, on donne plutôt la priorité à des marchés ou à des actions commerciales qui sont plus favorables à la rentabilité financière qu'à une économie qui soit éthique en termes de... je perds mes mots, sur justement le caractère, la réponse sociale et économique aux besoins. Voilà, donc ça, ce sont des points très importants du programme de Jean Lassalle, et qui vont normalement, qui sont destinés à recréer une logique de création d'emplois.
Stéphane Roussillot, je vous passe la parole concernant l'économie. Je vais vous demander beaucoup, je sais, mais si vous avez une trentaine de secondes, 30 secondes. Vous avez pris beaucoup d'avance malheureusement, ceci dit. Donc l'économie, première, j'ai 15 mesures à vous égrener, mais j'aurai même pas le temps. Donc, je renvoie aussi, bien évidemment, les téléspectateurs, comme pour tous les candidats, aux différents sites internet pour que vous puissiez avoir tous les programmes. Mais le point fort et la réaction, est-ce que vous avez entendu aussi peut-être? Vous avez pris 20 secondes là. Non, parce que ce n'est pas décompté de votre temps de parole, je vous rassure. Le chrono se déclenche quand vous parlez. Déjà, il faut que le peuple français se souvienne et se rappelle ou se décide à comprendre qu'un peuple, c'est une monnaie. D'accord? Aujourd'hui, la première mesure, si nous voulons pouvoir agir sur l'économie et la société, c'est reprendre une monnaie et que la Banque de France, qui existe toujours, qui a été cachée mais qui existe toujours, puisse de nouveau refinancer l'État et les services publics. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, puisqu'on parle d'économie et d'emploi, il y a deux économies, en tout cas moi j'en vois deux. Une économie internationale qui concerne 3% des entreprises françaises. 97% des entreprises françaises n'exportent pas, travaillent sur le territoire national. D'accord? Et une économie aujourd'hui est pensée par nos libéraux depuis 40 ans, exclusivement pour les multinationales, et qui nous le rendent bien d'ailleurs, puisque maintenant elles organisent tout pour asservir les États. C'est-à-dire que quand nous aurons signé le TAFTA, nous aurons des multinationales qui nous attaqueront et qui nous feront perdre des procès à nous, peuples. Donc là, c'est un problème d'économie fondamental. Maintenant, l'emploi, il suffit d'une chose, en 10 secondes, c'est arrêter le mouvement, arrêter les mouvements libres de capitaux. Les frontières, les hommes, c'est pas un souci. Aller en Allemagne, c'est pas un problème, c'est Schengen. On peut en sortir tout de suite. D'ailleurs, le Front National va en sortir tout de suite. Par contre, l'Europe, qui fait passer les capitaux à droite et à gauche, sans que plus aucun Français ne puisse savoir où va son argent, ben ça, il faudrait l'arrêter. Nous allons passer au dernier thème avant ensuite de passer aux différentes conclusions. Le dernier thème, c'est la santé. On va avoir les temps de parole. Juste après ce reportage, nous sommes allés rencontrer des personnes en situation de handicap. Scrutin après scrutin, elles se sentent toujours aussi abandonnées. Écoutez-les. Je m'appelle Jocelyne Bonsan. J'habite à Maurepas depuis 1991. Je suis atteinte de myopathie du type des ceintures. Je bénéficie de la prestation de compensation du handicap et une prise en charge qui me permet d'avoir des personnes 24 heures sur 24. Au second tour, et que le deuxième tour, que tout le monde nous vend comme soi-disant un deuxième tour, monsieur... Je me suis laissé dire que les personnes handicapées étaient une charge pour l'État, par un de mes assistants de vie d'ailleurs. En ce moment, chez moi, les grosses difficultés, c'est de trouver du personnel, trouver de l'argent maintenant, aujourd'hui, pour payer pour pouvoir payer les cotisations. Moi, je suis encore vivante parce que nous avons un système de santé et de vie sociale qui vaut le coup, qui me permet de rester vivante. Et alors, ça se dégrade parce que la PCH ne va pas me permettre de continuer de vivre, puisque je n'aurai plus personne pour s'occuper de moi. Et bien, moi, je peux vous dire que jamais je n'ai vraiment entendu à la télévision un futur candidat, un futur président plutôt, qui dit « Moi, j'ai un programme qui pourrait changer la vie des personnes handicapées ». Voilà pour ces différents témoignages que vous avez pu entendre des personnes en situation de handicap. Et on va voir ce que vous proposez dans vos programmes ou en matière de santé également pour introduire cette dernière séquence d'émission, de ce débat sur TV Fil. On va voir vos temps de parole qui vont tout de même s'afficher, que vous soyez informés de l'équilibre. Vous le voyez, Jean-Pierre Angelbert, vous êtes à 5 minutes 41, Thierry Gonneau 5 minutes 35. Vous êtes les plus en retard. On va commencer avec vous, alors que Claude Mouret et Stéphane Roussillot, vous êtes à plus de 7 minutes, presque à 8 minutes. Donc vous aurez un peu moins de temps pour vous exprimer. Ensuite, chacun avoir le temps de faire une conclusion. Du côté de Debout la France, justement, concernant les questions de santé, aussi d'aide aux personnes en situation de handicap, si vous souhaitez réagir à ce qu'on a entendu, mais sur les questions de santé, les points forts sur ce que vous pouvez proposer, en se rendant peut-être les déserts médicaux aussi, dont on a parlé en première partie d'émission. Je vais peut-être être un peu parti pris, parce que je suis médecin, donc du coup, c'est un sujet qui m'interpelle. Je suis médecin, je le dis, en secteur 1, dans le 93, et j'ai fondé avec d'autres collègues une clinique dans un secteur qui était en déficit de système de soins. Voilà. Et on a employé, grâce à notre clinique, plus de 300 personnes.
Ça, je tenais aussi à le dire. Mais non, si je veux dire ça, je veux dire c'est que la santé a été vécue depuis des années toujours comme une charge, une dépense. Et ça, c'est une catastrophe. Bien évidemment, il y a un coût. Mais c'est aussi une ambition, ça devrait être une ambition forte d'un pays, ça devrait être un marqueur fort de notre degré d'humanisme et d'humanité. Alors qu'en l'occurrence, on a toujours fait des coups de rabot successifs sur la santé. Et ça, c'est une erreur, je tenais à le dire, parce que Nicolas Dupont-Aignan fait partie de ceux qui proposons des projets qui soient plutôt ambitieux pour la santé. Certes, sur la dépense publique, il faut faire des économies, mais il y a d'autres secteurs où on peut faire des économies. On peut faire des économies sur l'empilage de structures qu'on a créées, notamment des intercommunalités, souvent inutiles, ou des régions qui pourraient disparaître. Nicolas Sarkozy avait... Des intercommunalités qui étaient créées pour faire des économies à la base. Oui, mais en fait, elles le font parfois, mais la plupart du temps, elles n'en font pas. Elles ont créé une nouvelle administration, et là, on aurait certainement besoin de moins de monde. Par contre, on a toujours besoin, et on aura besoin de plus en plus de gens dans des EHPAD, on a besoin de gens dans les cliniques, on a besoin de gens dans les hôpitaux, on a besoin de sages-femmes, enfin bref, on a besoin de médecins, évidemment, vous l'avez dit, et il y a des déserts médicaux. Voilà. Donc je crois qu'il faut inverser la tendance, et rappelons-nous que si tout ça aboutit à ce que nous connaissons, c'est justement le fruit de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la fuite des cotisations. Parce que ces délocalisations, c'est pas pour le malheur ou le plaisir d'évoquer le problème bien sûr de l'emploi seulement, mais c'est aussi pour rappeler que l'emploi en France est ce qui finance évidemment notre système de protection sociale et donc la santé. Donc vous voyez, tout se tient, évidemment, il y a une logique qui est celle que nous défendons. Donc évidemment, il faut réinverser la vapeur et mettre des moyens en matière de santé. Lutte contre les déserts médicaux, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais sur les déserts médicaux, bien évidemment, il faudra travailler pour faire en sorte que les médecins libéraux reprennent, j'allais dire, la main en matière d'une partie de ce qu'ils avaient comme mission et qu'ils remplissaient d'ailleurs très bien, c'est ce filtre avant l'hôpital. Aujourd'hui, on a démobilisé les médecins, notamment les médecins généralistes. On les charge de nouvelles fonctions. La loi Touraine leur met une nouvelle pression administrative sur le dos. Il faut arrêter tout ça et faire en sorte que les médecins remplissent tout à fait, puissent leur donner les moyens aussi de remplir complètement leurs moyens et notamment augmenter le prix d'une consultation, 23 €. Qui passerait à 35 pour les généralistes, fait partie des propositions. Passer à 35 pour les généralistes, parce que ça paraît être une dépense, mais en réalité ce sera une énorme économie au bout du compte, parce que chaque personne qui aura pu voir un médecin généraliste à proximité de chez lui, eh bien évidemment coûtera beaucoup moins cher à la société que c'est le cas aujourd'hui. Et je vous arrête, je voudrais entendre Thierry Gonod concernant le mot d'ordre de votre formation politique, c'est la médecine gratuite pour tous. Oui, parce que, écoutez, on est dans un pays qui est très riche, qui est la 5e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les quartiers, ce qu'on voit dans les villes ouvrières, c'est des gens qui gagnent tout juste de quoi manger et qui ont souvent le choix à faire entre manger, nourrir la famille et se soigner. Parce que quand on est malade, quand c'est les dents, les yeux ou les oreilles, c'est une abomination de soigner et d'avoir les moyens de le faire. Alors oui, il faut développer les emplois. J'ai parlé tout à l'heure de supprimer des milliards qui sont donnés à perte aux grandes entreprises qui n'en font rien sauf spéculer avec. Eh bien, il faut directement créer des emplois qui manquent aux travailleurs, qui manquent dans les villages. Au contraire, la politique des États depuis 40 ans, c'est de supprimer le peu de liens sociaux et dans les villages, la disparition de la poste, la disparition des services publics, etc., etc. Eh bien, avec ces milliards économisés, il faut redynamiser la création d'emplois à l'hôpital. Il faut quand même surveiller les marges que font les entreprises privées pharmaceutiques qui vendent des molécules à un prix exorbitant, et ça coûte à la Sécu. Eh bien, tout ça, ça fait des milliards d'économies, et avec ces milliards-là, eh ben, faut pas les garder et les mettre sous terre. Il faut créer les emplois qui nous manquent dans tous ces services publics, et notamment à l'hôpital. Aujourd'hui, à l'hôpital, moi j'ai pas mal d'amis infirmières. À l'hôpital, voilà, c'est la course. On ne peut même pas s'arrêter pour rendre un peu d'humanité auprès des patients. C'est la course tout le temps.
Voilà. Alors, et quand vous entendez les propositions de certains candidats d'augmenter le temps de travail, par exemple, dans les hôpitaux augmenter le temps de travail, il y a déjà des infirmières ou des aides-soignantes qui font 10 heures, 12 heures par jour. Qui, quand il y a quelqu'un qui tombe malade, parce que forcément, ces horaires-là, ça pousse à la maladie, eh ben, on leur demande de rester encore plus. Eh bien, comment vous voulez que ça marche ? C'est des sources même de problèmes. On peut avoir des graves crises médicales de cette manière-là. On peut se tromper de médicaments. Parce que quand on n'a plus les yeux en face des trous... le système est en train d'exploser. Voilà, le système, l'hôpital est en train... dans les hôpitaux. Hein. Et parallèlement, c'est tous ces services publics, y compris dans les villages qui n'y a plus une poste. Vous avez 20 km à la ronde dans des villages de montagne où il n'y a plus une poste. Bon, je vous interromps. On fait quoi ? Je voudrais créer des emplois. Passer à votre mot d'ordre pour votre formation politique, c'est la prévention en ce qui concerne la santé. Oui, alors effectivement, je vais faire juste un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'en fait, on parlait du travail, mais on aurait pu conclure en disant que le travail n'est pas une marchandise. Et puis, on dit de la même chose au niveau de la santé, quoi. La santé n'est pas une marchandise. Il faudrait arrêter la privatisation de la santé publique. Donc, on va dire trois mots. Créer une assurance maladie universelle. Elle couvrira l'ensemble des dépenses de santé en incluant dans la sécurité sociale la couverture complémentaire. Un seul payeur à la place des quelques 500 organismes complémentaires. Ce sera plus de moyens consacrés aux soins et moins aux procédures administratives. Sauver l'hôpital public en deuxième. Abandonner la T2A. Je vous renvoie au site pour voir les mesures techniques. Et puis davantage de maisons de santé et de maisons de garde pour améliorer la qualité et l'accès à la médecine de proximité. Voilà les grands points de notre vision de la santé. Stéphane Roussillot, pour l'UPR, vous dites l'Union européenne détruit la sécurité sociale, par exemple. Pour l'UPR, il y a une vision claire, bien sûr, mais entre autres, il y a des domaines comme la santé, l'agriculture, l'énergie et l'éducation qui doivent être sanctuarisés. Aujourd'hui, c'est trois grandes thématiques qui font l'identité d'un peuple. Comment nous soignons nos handicapés, comment nous aidons nos handicapés, comment nous occupons de nos anciens, comment nous aidons ceux qui ont des mauvaises surprises dans leur existence. Aujourd'hui, c'est totalement démantelé. On est dans des grands principes qui sont subordonnés au profit. L'école est démantelée au profit de la privatisation, la santé pareil, et l'agriculture, j'en parle pas. Aujourd'hui, nous avons un agriculteur par jour qui se suicide et nous allons vers des grandes exploitations agricoles qui d'ailleurs pourront bientôt remplir les villages qui auront été désertés. Mais ça fait partie du modèle. Juste une chose sur la santé. Allez voir les articles 168, 169 du traité européen, puisque je rappelle que nous sommes dans une constitution européenne, qui mettent la santé qui la subordonnent au profit, et allez voir les articles 32 et 63 qui permettent les mouvements de capitaux et qui permettent de plus maîtriser la situation. Et comme ça, vous aurez le temps de conclure ensuite sur le dernier tour de table. Chacun aura une trentaine de secondes pour terminer. Concernant les propositions de santé, alors je vais vous laisser développer le dernier point, mais par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure concernant les personnes en situation de handicap, il y a dans les propositions le rétablissement du service national pour renforcer les soignants auprès des personnes handicapées ou âgées. Ça fait partie de vos propositions. Absolument. Je vais juste le dire avant de vous laisser la parole. Absolument, mais le handicap est un sujet très important dans le programme de Jean Lassalle. Le handicap visible, mais également le handicap non visible, qui est un domaine qui est assez peu mentionné dans cette campagne. Et effectivement, pour améliorer l'encadrement des personnes handicapées, le rétablissement d'un service national qui ne sera pas que militaire, va permettre de disposer d'un certain nombre de jeunes qui vont pouvoir effectivement s'occuper des handicapés dans des conditions qui correspondent un petit peu à ce que demandait cette personne durant le reportage. Et très rapidement, sur les affaires de santé, Jean Lassalle, dans son programme, propose de recruter 80 000 aides-soignants et infirmières de plus, justement de manière à renforcer le travail hospitalier, et tout ça en parallèle avec la suppression du numerus clausus à l'entrée dans les écoles de médecine, mais en revanche en rétablissant un numerus clausus sur la répartition régionale et départementale et locale des médecins, et notamment les médecins généralistes, de manière à bien répartir la réponse aux besoins médicaux sur l'ensemble du territoire. Et ça rejoint exactement ce que Jean Lassalle
préconise et défend, c'est cette égalité des chances sur l'ensemble du territoire qui passe justement par une redistribution des capacités de soins et de santé pour la France. Nous allons passer aux conclusions de ce débat que vous avez pu suivre sur notre antenne avec les différents représentants des candidats dans les Yvelines à cette élection présidentielle. N'oubliez pas, le premier tour, ce sera ce dimanche. On va commencer avec vous pour Nicolas Dupont-Aignan. Une trentaine de secondes, si vous le pouvez, chacun, ce serait bien. Écoutez, moi je dirais pourquoi soutenir votre candidat? Pourquoi aller voter Nicolas Dupont-Aignan? Pourquoi? Parce que je crois que le vote utile, c'est justement tout l'inverse de ce qu'on a essayé de nous mettre dans la tête depuis quelques années ou quelques semaines. Le vote utile, ce ne serait pas de continuer avec celles et ceux qui ont conduit le pays au bord du gouffre comme il est aujourd'hui. C'est une évidence. Et pourtant, le système a toujours capacité à ressortir. Voilà. Et donc, le vote utile, c'est certainement d'éviter ça. Le vote utile, c'est aussi d'éviter les extrémismes. Parce que c'est quand même la porte ouverte à une grande inconnue. Et puis, surtout, l'extrémisme, c'est quasiment la certitude de faire gagner au deuxième tour le système. Et donc, le vrai vote utile, c'est certainement de voter pour un des candidats qui sont autour de la table, j'allais dire. Et évidemment, permettez-moi de défendre plutôt le mien de ces candidats, parce que c'est un candidat, mais c'est un candidat responsable, raisonnable. Oui, mais j'avais du retard. Responsable, raisonnable, et quelqu'un qui pourra, je pense, relever le pays. Joseph, Thierry Gonneau, une trentaine de secondes. Eh bien, il faut être utile, et utile, travailleuses, travailleurs, soyez utile à vous-même. Et votez pour vos intérêts. Arrêtez de vous faire berner. Les entreprises, elles ne sont pas... Ce qui est bon pour les entreprises, c'est pas bon pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'a besoin les travailleurs? Il faut interdire les licenciements. Il faut augmenter les salaires. Et tout ça, il y a l'argent pour le faire. Alors, votez utile. Votez pour Nathalie Arthaud. Faites entendre le camp des travailleurs. Claude Moret. Pour faire le lien avec la question précédente, je dirais qu'il faut faire confiance à celui qui a fait le bon diagnostic, puisqu'il y a un tsunami financier qui va arriver. Donc, inévitablement, il va se passer beaucoup de choses. Et donc, forcément, il va falloir qu'on s'attaque à cette réforme bancaire, séparer les spéculateurs du reste et puis les laisser faire un moratoire sur la dette, voire les dettes illégitimes qui sont la plupart des dettes qui nous étouffent, qui étouffent pas seulement la France, mais aussi les autres pays. Et donc, après, reconstruire l'Europe, et puis s'allier aux BRICS, puisque en fait, eux, ils ont compris depuis un certain temps que le modèle transatlantique, il ne marche pas très bien, le développement et l'austérité, ça ne va pas ensemble. Et eux, ils ont dit, on va travailler autrement, gagnant-gagnant, au lieu de gagnant-perdant, que nous, on décline sans arrêt d'une manière géopolitique. Je passe à vous, Stéphane Rossillot, pour la conclusion. Alors, en conclusion, votez François Asselineau pour une seule chose qui est le plus important aujourd'hui, votez pour la démocratie. Si vous êtes français et que vous aimez la démocratie, votez pour François Asselineau, parce que c'est le seul qui veut vous donner les moyens de pouvoir faire de nouveau des choix politiques. Merci. Je vous interromps, ce sera parfait pour équilibrer les temps de parole. Et Philippe Metzger, pareil, 20-30 secondes. Je vais vous dire, et l'émission sera terminée. Voter Jean Lassalle, c'est voter pour un homme, c'est pour voter pour un humaniste, pour quelqu'un qui a du cœur, pour quelqu'un qui s'engage et pour quelqu'un qui n'est pas ni une bulle médiatique, ni un pur produit du système. Jean Lassalle, c'est véritablement le président qui va permettre de changer véritablement les habitudes, les paradigmes et de redonner du sens de la commune jusqu'au plus haut niveau de l'État. C'est très important cette vision justement de l'État et de l'autonomie des territoires, parce que c'est ça qui va redonner aussi aux citoyens et au peuple la possibilité de s'exprimer et de vivre sa vie politique et sa vie quotidienne dans la tranquillité. Merci à tous les 5, merci à tous les représentants qui sont venus participer. Les temps de parole vont s'afficher pendant que je vous rappelle que ce premier tour se déroulera dimanche 23 avril, et dès le lundi 24 avril, vous pourrez suivre à 18h une édition spéciale de notre journal. Si on peut voir les temps de parole, voilà, qui se sont affichés. Vous êtes tous à plus de 9 minutes, il y a une vingtaine de secondes entre le dernier et le premier, une trentaine de secondes. Merci à tous en tout cas d'être venus participer. Émission à voir en replay sur notre site internet et aussi sur notre application mobile. Merci à tous.